Impossible de passer à côté des documentaires qui poussent sur Netflix comme des champignons, des nombreuses séries criminelles et de ces créateurs et créatrices de contenu qui brassent des millions. Que ce soit en audio, en livre, en vidéo ou en podcast, le true crime est devenu un véritable phénomène de société. Mais pourquoi nous sommes captivés par ces histoires parfois sordides? Pourquoi cette obsession sans fin pour les enquêtes, procès et mystères non résolus? Installe-toi confortablement, prends de quoi boire, manger, car on va décrypter ensemble ce phénomène et essayer de comprendre comment le true crime s'est érigé en pilier de la culture populaire. Le genre remonterait à la civilisation ancienne. Une des plus vieilles histoires de true crime serait le meurtre d'un membre du gouvernement écrit sur un papyrus en 1800 avant notre ère dans l'Égypte ancienne. Durant la Grèce antique, les faits divers étaient utilisés pour éduquer la population sur les conséquences des actes criminels. En gros, ne soyez pas un vilain ou une vilaine, sinon vous allez le regretter. Au Moyen-Âge, les histoires de true crime étaient pour les plus pauvres des ballades et chansons populaires comme Newgate Penitent, Last Good Night, mais aussi des pièces de théâtre. Ces chants mettaient en scène les voleurs et brigands en héros du peuple. Ils servaient de divertissement pour échapper à la dureté de la vie et comme en Grèce antique, à mettre en garde contre la vie de hors-la-loi. La population la plus aisée et donc lettrée avait accès à des livrets sur les crimes commis comme c'était le cas dans l'Angleterre du XVIe siècle. Il faut savoir qu'à cette époque, n'importe qui avec un accès à une boutique d'imprimante et de l'argent pouvait produire des pages avec des faits divers. Certaines de ces pages imprimées servaient de propagande pour le gouvernement, d'autres aux religieux afin de créer la peur chez les croyants avec la promesse de la punition divine qui s'abattait sur tout criminel déviant. Des criminels tels que William Corder, James Greenhalgh et Daniel Good ont eu droit à leur statut de sire dans la fameuse chambre des horreurs de Madame Tussaud. Un autre tueur en série qui a fait trembler de peur le pays du scones, c'est Jack l'Éventreur. De août à novembre 1888, il a attaqué des femmes dans les rues de Whitechapel la nuit et doit son surnom d'éventreur à l'état dans lequel on retrouvait ses pauvres victimes. Il y avait un vrai engouement, mêlé d'inquiétude pour ce mystérieux inconnu dont tout le monde parlait. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait toujours pas qui est Jack l'Éventreur. Déjà, on peut voir une forte fascination à l'époque pour les criminels. Les chansons s'intéressaient plus au bourreau qu'à la victime. On essaie de comprendre les causes sociales et psychologiques d'un crime. Les pages qui parlaient de faits divers se vendaient à des millions d'exemplaires, comme pour l'affaire Frédéric et Maria Manning. C'est un couple qui, en novembre 1849, a été condamné pour l'assassinat de l'amant de Maria. Illustrated London News, qui avait couvert l'affaire, a vendu 30 fois plus de copies que l'année précédente. Mais la soif du public pour le true crime ne s'arrêtait pas qu'à l'achat de journaux ou pousser la chansonnette. Nope. Les exécutions publiques étaient transformées en un véritable spectacle qui attirait des foules énormes venues voir les pendaisons. Charles Dickens, auteur du livre Oliver Twist, a écrit dans une lettre au The Times de Londres en 1849 qu'il n'avait jamais vu un spectacle aussi inconcevable que la méchanceté de l'immense foule. Cette fascination pour le true crime a donc toujours été présente. Cependant, elle va atteindre un autre niveau grâce au travail de plusieurs figures qui vont changer le genre et populariser beaucoup plus le true crime. Des figures comme l'écrivain anglais William Rockhead, qui a écrit plusieurs livres pour retracer les procès de criminels comme dans Trial of Mary Bland, un de ses nombreux livres. Il y a aussi Kurt Gantry et Vincent Bugliuso qui ont écrit en 1974 Helter Skelter, qui se focalise sur les meurtres commis par la famille Manson à Hollywood. Helter Skelter sera un véritable carton qui va devenir un des livres les plus vendus dans l'histoire du true crime. Mais la plus emblématique de ces figures, c'est Truman Capote, le père du true crime moderne comme les gens veulent le dire. Truman Capote, c'est l'homme qui a publié De sang-froid en 1966. C'est le livre le plus vendu du true crime littéraire. De sang-froid était un livre inconventionnel à l'époque. Il a secoué la table avec son style d'écriture, mais surtout son approche du genre entre journalisme et sensationnalisme. Le livre raconte le meurtre de 4 membres de la famille Clutter, une famille de fermiers, en 1959 par 2 ex-détenus au Kansas, aux États-Unis. Truman Capote a décidé d'aller à la rencontre des meurtriers pour les interviewer, accompagné de son ami Harper Lee, à qui l'on doit le magnifique, l'incroyable Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Ça a pris 6 ans à Truman Capote pour écrire De sang-froid. Il a compilé 8000 pages remplies de notes et fait des recherches approfondies. Quand on sait tout ça, on comprend mieux pourquoi son livre est considéré comme le précurseur de ce qui est devenu le true crime de nos jours. Truman Capote va permettre au true crime d'atteindre un plus grand public et ouvrir la porte aux émissions de télévision sur le true crime comme le pionnier en chef America's Most Wanted. Lancé le 7 février 1988, America's Most Wanted met en scène des dangereux fugitifs joués par des acteurs. Il y a aussi des interviews et une narration en voix off du présentateur John Walsh. D'ailleurs, pour la petite anecdote très triste, le fils de John Walsh
Adam est l'une des victimes du tueur en série Otis Toole qui a sévi en Floride entre 1976 et 1983. La première série policière a été Telecrime sur BBC diffusée en 1938. Côté podcast, il faudra attendre 2014 et le succès de Serial, produite par la journaliste Sarah Koenig, pour que les gens captent le potentiel d'un podcast sur le true crime. Le true crime s'est hissé rapidement et facilement au sommet de la pop culture. L'héritage de Truman Capote, comme on l'a vu, c'est America's Most Wanted, c'est Serial, c'est Helter Skelter, mais c'est aussi 23 000 podcasts, des centaines de documentaires sur Netflix et des émissions télé à ne plus savoir où on donnait la tête. C'est aussi des youtubeurs et des youtubeuses devenus extrêmement populaires comme Liv, Dainis Aurore, Kendall Ray, Victoria Charlton et Mike Skies pour respecter la parité. Les documentaires Netflix sont devenus des incontournables qui enchaînent succès et récompenses comme The Keepers et le plus connu de tous, celui qui était sur toutes les langues et causait de nombreuses controverses, Making a Murder. Sorti le 18 décembre 2015, le documentaire a été filmé sur 10 ans et retrace l'histoire de Stephen Avery, un Américain innocenté pour un crime qu'il n'avait pas commis, qui se retrouve 2 ans après accusé du meurtre de Teresa Halbach. À sa sortie, le documentaire n'était pas super bien mis en avant. Netflix a fait peu de promos, ça n'a pas attiré trop de spectateurs. C'est quand il va faire le buzz sur les réseaux sociaux avec des célébrités qui vont en parler sur leur compte Twitter que Making a Murder va avoir de meilleurs résultats. Au 35e jour de sa diffusion, 19,3 millions de personnes avaient visionné le documentaire. Il a reçu un Emmy Award et des critiques élogieuses pour sa réalisation. Mais surtout, il aura réussi à diviser les gens entre team Stephen Avery est innocent et la team pas du tout, il est coupable. Et évidemment, je suis obligée de parler de l'affaire O.J. Simpson parce que s'il y a bien une chose qui a fait rentrer le true crime de la culture populaire, c'est ça. Surnommé l'affaire du siècle, le procès d'O.J. Simpson a complètement transformé le traitement des affaires criminelles par les médias. Véritable figure de la pop culture, O.J. Simpson faisait déjà les beaux jours des journalistes en tant que champion de la NFL, National Football League, la ligue des joueurs de football américains. O.J. Simpson, il était extrêmement doué. Il a battu plusieurs records. En plus de ça, le monsieur était arrogant, charismatique et c'était un grand charmeur. Bref, il avait tout ce qu'il fallait pour devenir une très grande star. Mais rien ne va préparer les Américains et le reste du monde au meurtre de Nicole Brown, l'ex-femme d'O.J. Simpson, et Ron Goldman, un ami de Nicole. L'affaire O.J. Simpson a été du pain béni pour la télévision, la radio, les journaux, la musique, les livres. Tout le monde voulait sa part du gâteau. A commencer par l'iconique course-poursuite quand O.J. Simpson, suspect numéro 1 du double meurtre, refuse de se rendre. Pendant 1 heure, il roule avec un ami dans une Bronco blanche, chassé par plusieurs policiers. Sachant qu'avant, il avait écrit une lettre qui laissait penser qu'il voulait mettre fin à ses jours. Et dans sa voiture, il avait une arme à feu sur lui. Donc les policiers, ils avaient cette peur qu'il utilise cette arme contre lui-même. Cette course-poursuite va interrompre les programmes diffusés sur NBC, CBS, ABC et CNN. 95 millions d'Américains vont suivre en direct cette scène d'anthologie. C'est 5 millions de plus que le Super Bowl l'année précédente. Le mugshot d'O.J. Simpson va faire la une de plusieurs magazines. Jeffrey Toobin va publier le livre The Run of His Life, The People vs. O.J. Simpson, qui retrace toute l'affaire. C'est sur ce livre que sera basée la série de Ryan Murphy, mais gardez cette information dans un coin de vos têtes, on y reviendra plus tard dans la vidéo. Saturday Night Live, une émission humoristique et très populaire à cette époque, aujourd'hui moins, va diffuser beaucoup de sketchs sur l'affaire O.J. Simpson. Vraiment, Saturday Night Live, ils se sont régalés avec ça. Il y a même un acteur, Norman MacDonald, qui a été viré en 1997 parce qu'il faisait trop de blagues sur l'affaire O.J. Simpson alors qu'on lui avait demandé d'arrêter de le faire. Je vous le dis, l'affaire O.J. Simpson, ça a été du grand n'importe quoi. Mais on n'est même pas encore arrivé au plus problématique. Non. En plus de CNN, d'autres séries de l'époque comme Love and War, Seinfeld et les Simpsons vont mentionner O.J. Simpson dans des épisodes. Des masques, perruques et maillots de football américains vont vite devenir les costumes d'Halloween les plus populaires. Le clip de Dr. Dre et Ice Cube Natural Born Killers, sorti en 1994, quelques mois avant le début du procès, revisite le double meurtre où O.J. Simpson n'est pas le suspect. Les réactions face à la découverte du décès des 2 victimes et la course-poursuite ne sont rien face à celles que vont susciter le procès. D'ailleurs, c'est regrettable de voir que les 2 victimes ont été mis de côté. Vraiment, on dirait que personne n'en avait rien à faire de Nicole Brown et Ron Goldman. For a beautiful, vibrant, authentic daughter, wife, mother, and someone to be admired for all her good qualities. Le procès O.J. Simpson sera diffusé en direct de son début le 24 janvier 1995 jusqu'à sa fin le 3 octobre de la même année. Je vais vous résumer les moments qui ont marqué l'histoire. Déjà, il faut poser le contexte. 3 ans avant le procès, toute la ville de Los Angeles a été mise à feu et à sang avec les émeutes de Rodney King. Rodney King, c'était lui. Un Nord-Américain passé à tabac par la police de Los Angeles, LAPD.
Les policiers accusés ont été acquittés, ce qui va entraîner la colère des habitants. Les tensions raciales sont à leur maximum et ce contexte tendu va énormément jouer en la faveur d'O.J. Simpson. Son équipe d'avocats était appelée la Dream Team, composée de Robert Kardashian, le père des sœurs Kardashian, Robert Shapiro et le numéro 10 du groupe, Johnny Cochran. Bon, moi et les prononciations, c'est 0, ça ne bouge pas. C'est Johnny Cochran et non pas Johnny Cochran. Donc, je demande pardon, j'aurais dû faire l'effort de regarder comment on prononce son prénom avant de le dire. Désolé. Pour ne citer que les plus connus, parce qu'il y en avait beaucoup d'autres. Ces avocats vont marcher sur tout le monde. Ils jouent beaucoup sur la carte du racisme systémique de la police qui, selon eux, aurait piégé O.J. Simpson, un sportif noir. Johnny Cochran, que j'ai appelé numéro 10, et vraiment ce n'est pas pour rien, va qualifier un des détectives de menteur raciste génocidaire et le comparer à l'homme à la moustache. Alors petite parenthèse, mais il faut savoir que Johnny Cochran a défendu Michael Jackson lors de son procès. Tupac, Snoop Dogg, bref, c'est le mec qu'il fallait avoir comme avocat. Là, on va arriver au moment qui va faire basculer l'affaire et la mettre au rang de moment cultissime qu'il ne fallait pas manquer. C'est le moment des gants ensanglantés. Le gant gauche a été retrouvé sur la scène de crime. Il contenait le sang des victimes et celui du suspect. Le gant droit, lui, se trouvait sans surprise chez O.J. Simpson. Et c'est d'ailleurs la découverte de ce gant qui a permis à la police d'avoir un mandat d'arrêt contre O.J. Et c'est pour ça que ses avocats ont accusé la police d'avoir piégé O.J. Simpson. Pour eux, la police aurait retrouvé le gant et l'aurait planté tranquillement dans la maison de leur client. Vraiment, cette histoire de gant, c'est une dinguerie, je vous le dis, hein. Et ça va s'empirer. Jusqu'ici, on pourrait se dire si le gant était chez O.J. Simpson, ça y est, ils ont une preuve en béton contre lui, le gars est finito. Sauf que non. Sauf que le procureur, Christophe Dardenne, qui doit être hanté par sa décision tous les soirs, va faire un contre son camp magistral en demandant simplement à O.J. Simpson d'enfiler les gants par-dessus des gants en latex pour protéger la pièce à conviction. Christopher, il veut prouver que les gants sont bien à lui, car elles vont lui aller. O.J. Simpson va s'exécuter sans un mot. Il tire sur les gants, c'est quoi? Une image vaut mieux que 1000 mots. Je te laisse regarder cette scène lunaire. Can we ask him to straighten his fingers and extend them into the glove as one normally might put a glove on? I object to this statements by counsel. All right, he appears to have pulled the gloves on, counsel. All right, would you show that to the jury, Mr. Simpson, in that manner? Thank you. Other hand, please. Can we ask him to make a fist with his left hand while the glove is on his arm? Can we ask him to make a fist with his right hand while the glove is on his wrist? He is doing both. Can we ask him to grasp an object in his hand? A marker, perhaps. All right, Mr. Simpson. C'est sans appel, les gants sont trop serrés, too tight, comme le dit O.J. Après ça, Johnny Cochran va lâcher sa phrase légendaire « If it doesn't fit, you must acquit ». Si ça ne lui va pas, vous devez acquitter. À l'unanimité, O.J. Simpson sera reconnu non coupable. 150 millions de personnes sont restées scotchées devant leur télévision pour voir le procès du siècle. Il y a eu après ça plusieurs épisodes qui font référence à son procès. O.J. Simpson en couverture du magazine Spy. Dans Shrek 2, sorti en 2004, il y a une scène de course-poursuite filmée en direct où on voit Shrek sur un cheval blanc. En 2007, O.J. Simpson sort un livre intitulé « Si je l'avais fait, confession d'un tueur ». Le mec n'a vraiment aucun respect et voulait capitaliser jusqu'au bout sur cette affaire. J'ai mentionné tout à l'heure une série de Ryan Murphy diffusée sur Fox en 2016, The People vs O.J. Simpson. La série recevra le Emmy Award pour la meilleure mini-série. Elle est disponible sur Netflix si vous voulez la découvrir. Les retours de la série sont plutôt très positifs. L'affaire O.J. Simpson, même des années après, continue de faire le buzz. Cette digression sur son cas, c'était surtout pour que vous compreniez bien qu'il y a eu un avant O.J. Simpson et un après. La découverte du double meurtre, la course-poursuite, l'arrestation et le procès ont fait du true crime ce qu'il est aujourd'hui dans les médias. Des émissions dédiées à des procès ont vu le jour comme Juge Judy en 1996, soit un an après la fin du procès Simpson. L'impact du true crime n'est jamais redescendu. Dans les années 90, on avait déjà plusieurs films qui mettaient en scène des tueurs en série calculateurs charismatiques, Seven, Le Silence des Agneaux. Avant le succès de la série sur Jeffrey Dahmer, il y a eu celle sur les personnages fictifs de Dexter. Les studios hollywoodiens ont toujours beaucoup dépendu des séries que l'on appelle cop show. Les séries criminelles sont plus nombreuses que n'importe quel autre genre. Drame familial, série médicale. Elles sont aussi les séries les plus regardées. Entre 2019 et 2021, il y avait 19 séries policières sur 97.
Même si le chiffre est en baisse, ces séries ne sont pas prêtes de disparaître comme le prouvent les 2 séries qui ont fait partie des plus longues, New York Unité Spéciale et NCIS. Le cinéma évidemment ne va pas rester sur le côté comme bébé dans Dirty Dancing, il veut surfer sur la vague True Crime. Et avec ça, on a eu droit récemment à Killer of the Flower Moon, qui est basé sur l'histoire vraie d'une série de meurtres en Oklahoma dans les années 20, à Tonya, qui revient sur l'histoire de la double championne olympique Tonya Harding, accusée d'avoir participé à l'agression de sa rivale Nancy Kerrigan. Vraiment, je vous invite à vous renseigner sur cette histoire parce qu'elle est passionnante, mais elle fait mal au cœur aussi. Plus ancien, on a eu un film comme Zodiac sur le mystérieux tueur du Zodiac qu'on n'a jamais retrouvé. Les films cités ont eu un grand succès auprès du public ou de la presse, voire les deux, parce que tout ce qui touche au true crime se transforme en or. Les livres se vendent comme des petits pains, comme le best-seller Le voleur d'art de Michael Finkel. Les podcasts tels que Crime Junkie sont toujours dans le top 10 car les faits criminels nous obsèdent et nous fascinent. Mais pourquoi donc ? Quand on a du mal à détourner le regard d'un accident, il nous est aussi difficile de rater une miette de ces histoires souvent horribles et traumatisantes. Le true crime, c'est des faits, preuves scientifiques, interviews d'experts et des proches qui nous permettent de rentrer dans la tête des meurtriers comme si on était dans la série Mindhunter sur Netflix. On veut donner une raison à leur folie, comprendre l'incompréhensible. Les meurtres et autres crimes font partie de notre société depuis la nuit des temps. Ce serait donc dans notre nature d'être en phase avec les mauvais comportements et instinctivement, on veut découvrir qui, quand, quoi et où pour pouvoir trouver ce qui fait réagir les criminels et se protéger nous et nos familles. Donc d'après certains, le true crime aurait pour vocation la prévention. Ariane Bazan, docteur en analyse neuropsychologique, a dit « Le true crime aide à comprendre les situations qu'on craint, ce qui nous donne un sentiment de contrôle. » Regarder, écouter ces histoires permettrait de nous rassurer, de faire plus attention pour être maître de ce qui pourrait arriver afin d'y survivre. D'ailleurs, 72% des fans de True Crime sont des femmes. Et ce chiffre n'a rien d'anodin car nous représentons la grande majorité des victimes. Le fait de consommer du True Crime serait donc une manière de se préserver. On va se procurer les informations nécessaires qui pourraient nous aider à échapper à une agression. Pour Alice Capel, le True Crime permet aux femmes de partager un sentiment commun autour de la misogynie, de l'insécurité dans l'espace public. De plus en plus de femmes témoignent du fait qu'après avoir écouté des podcasts, elles font désormais plus attention à leur environnement. Selon d'autres experts, cette fascination est due au fait qu'on a tous et toutes en nous de la violence et que de se plonger dans ces histoires de crimes nous permet d'assouvir cette violence. Ça va nous donner un coup d'adrénaline et notre corps va interpréter l'adrénaline comme une récompense à laquelle on devient vite accro. Il y a aussi la satisfaction d'écouter une excellente histoire. Surtout que de nos jours, les podcasts ou documentaires racontent très bien les faits avec du storytelling bien calibré. Cette fascination peut être vue comme une manière de se divertir et d'échapper au quotidien, comme le faisaient les personnes qui assistaient à des exécutions publiques à l'époque. Parce que c'est du pur spectacle, c'est du drame. Enfin, une dernière raison pour expliquer le phénomène du true crime, c'est la peur. Le true crime nous permet de vivre cette peur dans un environnement contrôlé chez soi lors de tout danger ou négativité. Comme quand on visite une maison hantée, où on monte sur un manège à sensation forte, il y a quelque chose qui se crée en nous quand on doit faire face à un danger non réel ou qui ne nous concerne pas. Les gens aiment avoir peur, ou il y a aussi ce voyeurisme qui aime regarder dans les coins sombres de l'esprit d'une personne selon Patricia Bryan. Que ce soit de la curiosité à propos des motivations des criminels, l'adrénaline, des inquiétudes concernant le système judiciaire, de la prévention ou l'excitation de résoudre un cluedo dans la réalité, l'obsession avec le true crime peut vite devenir problématique. Pour Chivona Childs, psychologue à Cleveland Clinic, l'impact du true crime sur la santé mentale devient mauvais quand il nous rend anxieux ou déprimés. Certaines personnes qui consomment trop de faits divers souffrent d'hypervigilance, elles deviennent paranoïaques et se comportent comme si le danger était dans chaque coin de rue. Ça peut faire naître une peur de se sociabiliser ou de sortir de la maison. Rachel Monroe, journaliste au The New Yorker Magazine, a dit « Si tu es constamment en train de lire des choses terribles qui arrivent à d'autres personnes, on commence à avoir cette impression que c'est, donc les crimes, partout. Même si en réalité, c'est très rare. » Oui, le true crime nous a appris à être plus vigilants, mais cette vigilance peut aller trop loin en créant une peur des choses normales de la vie quotidienne. Ça entraîne aussi une perte de confiance envers nos proches, comme la grande majorité des histoires de true crime contient une trahison entre partenaires ou amis. On se met à suspecter tout le monde et n'importe qui juste parce que quelqu'un ressemble à une personne vue dans une émission de true crime, ce qui peut mener à une forme de discrimination. Le docteur Thema Bryant le dit. Si on arrive à se relaxer en regardant 3 épisodes de New York Section Criminelle, il faut se demander pourquoi la violence m'apaise. L'autre problématique super dangereuse, c'est la glamourisation des meurtriers. Une fascination qui se crée autour d'eux, comme avec Jeffrey Dahmer ou Ted Bundy récemment. Quand la série Monster, The Jeffrey Dahmer, est sortie sur Netflix, il y a eu des fan clubs pour Jeffrey Dahmer, des cosplays et même des produits dérivés. Sur TikTok, le hashtag Jeffrey Dahmer a été utilisé des millions de fois. Mais vous ne voyez pas le manque de respect, le message que ça envoie, que traiter un tueur en série en icône pop, c'est tout à fait normal.
Les gens se mettent à idolâtrer des personnes mauvaises en oubliant les sentiments de ceux et celles qui souffrent. La faute aussi à Hollywood qui engage des acteurs et des actrices avec une belle gueule pour jouer des criminels. Ça crée des sympathisants, des personnes qui leur trouvent des excuses, qui admirent leur action ou qui vont même les normaliser. Is there something wrong with me because I high-key felt bad for Jeffrey Dahmer? Même si malheureusement ce n'est pas quelque chose de nouveau, vu que dans les années 80, le tueur en série Richard Ramirez, et qui est Night Stalker, qui commettait ses crimes l'après-midi, c'est de là que vient le surnom de Stalker de la nuit, il avait des fans qui assistaient à son procès pour le soutenir et qui lui envoyaient même des lettres d'amour en prison. Vraiment, elle est folle du bus celle-là. Et ce qui rend ce murder porn, donc le porno autour du meurtre, encore plus à vomir, c'est que désormais les familles des victimes ont les réseaux sociaux. Elles ont une plateforme où elles peuvent se faire entendre et n'hésitent pas à dénoncer ces séries et émissions qui font du profit sur leur souffrance. Parce que oui, ils ont osé faire des documentaires et des séries sans le consentement des familles des victimes, comme la nauséabonde série sur Jeffrey Dahmer qu'on retrouve sur Netflix. Alors cette série, non, je vais pas la lâcher, elle me dégoûte, y'a rien à faire. Vous imaginez devoir vivre encore et encore l'épisode le plus traumatisant de votre vie parce que Hollywood a décidé de se faire de l'argent avec, pendant que vous devez regarder des personnes se divertir et ériger en star la personne à l'origine de tout ce mal. Waouh! On est loin du storytelling pour dénoncer et faire de la prévention ou aider les familles des victimes à avoir justice, mettre en lumière un meurtre peu connu, quand Anna, une escroc, a pu payer ses avocats grâce à l'argent qu'elle a reçu des producteurs de la série sur son histoire Inventing Anna. Comme on l'a vu ensemble, faire des actes criminels en show, ça se faisait déjà au Moyen-Âge, avec des pièces de théâtre. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, les mentalités sont censées avoir évolué. Il y a aussi plus de moyens, on a plus d'informations et ça va vite sur les réseaux sociaux. Donc, il y a plus de possibilités de tomber dans du voyeurisme malsain. Bien sûr qu'il y a des personnes qui le font bien et qui même le font à la demande des familles des victimes. Mais comme dans toute chose, il faut faire doucement. Parce que l'on soit fasciné, obsédé, effrayé ou tout simplement curieux, on doit se rappeler que si pour nous ce sont des histoires, pour d'autres c'est des vies brisées et des familles endeuillées. Donc la question, c'est comment on peut consommer le contenu du true crime de manière respectueuse et utile. Clap de fin pour ce décryptage sur notre fascination morbide et parfois malsaine avec le true crime. J'aimerais avoir ton avis en commentaire sur le sujet. Est-ce que tu penses que c'est une mauvaise chose qui doit absolument disparaître ou est-ce que tu penses qu'il y a une possibilité de consommer le true crime de manière éthique sans tomber dans tout ce qui est mauvais? J'attends tes retours. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines discussions sur la pop culture et les phénomènes qui font de notre monde ce qu'il est aujourd'hui. Bye!